l'excellence dans le travail est en train de se perdre. Mon père se lève, dit, c'est bon, rentre au pays. Tu as du travail qui t'attend. Et je me suis dit, non, pour lui déjà, tu as du travail qui t'attend. Pas besoin de se fatiguer dans les études. La vie, c'est l'argent. Ça ne m'en pas. La vie, c'est l'argent. Je n'oublierai jamais cette phrase qu'une tante m'a dit une fois. Toi, tu es allé à l'école pendant 5 ans, tu es un master en audit de comptabilité et tu traînes au marché dans la poussière, aller acheter les papiers hygiéniques, les sacs de riz. Ça a dû te choquer, te démonter le moral à l'époque. Ça m'a cassé un peu. Et je me suis dit, bon, Deloitte, c'est bon, mais l'héritage familial passe avant tout. C'est l'argent de mon père qui m'a fait manger. Bien sûr. Et voir l'argent que mon père perdait. Concrètement, tous les jours, je me suis dit non, que je ne peux plus le laisser aller à vue comme ça. Chaque jour, quand les gens viennent à l'hôtel Yvan Spaza de Palimé, ils me disent vraiment, vous avez un bon hôtel. Je leur dis, c'est pas nous, c'est mon père qu'il faut féliciter. Et vraiment, je suis fier de lui. Si tu as une vision, ne la lâche pas. Même si demain, tu tombes, ne la lâche pas. Même l'agent de sécurité que tu vas embaucher va te donner un conseil qui te permettra de pouvoir avancer dans ton business. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Talk Rock. Aujourd'hui, nous allons recevoir Hugues Fiao, qui a un parcours particulier. Il se voyait déjà arpenter les grands cabinets, ce qui a d'ailleurs été le cas lors de son stage de fin d'études. Il se voyait voyager à travers le monde, aller réaliser des missions d'audit à droite et à gauche. Et finalement, il s'est retrouvé dans l'hôtellerie. Pourquoi est-ce que il y a eu ce switch? Nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'il a finalement changé de voie. Son père voulait qu'il travaille à ses côtés. Ce n'était pas pour lui plaire, il voulait construire son propre chemin et il n'était pas passionné du tout par les affaires familiales. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé donc dans le monde de l'hôtellerie, du tourisme, dans le business de l'hospitalité, avec des challenges, avec pas mal de pression également. Il y a pris goût, peut-être un peu trop, peut-être pas. On ne le sait pas, on va le découvrir ensemble. Et nous allons donc évoquer son parcours intéressant qui, en fait, va nous permettre d'aborder la question de la transmission. La transmission, on n'en parle pas souvent dans nos environnements, mais c'est important. Comment se passe la transmission entre un père ou une mère, entre des parents qui ont construit quelque chose et leurs enfants? Comment on fait lorsque sa progéniture n'est pas prête à reprendre le flambeau? Quels sont les voies et moyens qu'on peut trouver pour pouvoir créer plus de fluidité dans ces processus-là? Nous allons parler de tout ça. Nous allons également découvrir un peu le business de l'hôtellerie que moi je ne connais pas trop. Je suppose que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir davantage aussi. En tout cas, je peux vous garantir que ce voyage va vous aider à rêver, oser et créer la vie que vous méritez. Attachez vos ceintures. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Hugues. Bonjour Régis, comment tu vas? Très bien, merci, et toi? En pleine forme. Super, écoute, je suis ravi de te recevoir. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir passer cet instant-là avec nous. Merci à vous aussi. Merci vraiment pour cette opportunité que tu m'offres de m'exprimer, de dire mon parcours au monde entier et de faire découvrir ma passion actuelle. Super, alors on va essayer de comprendre comment tout ça est arrivé. Je dis tout ça, on va rentrer dans les détails, les uns et les autres vont comprendre de quoi il s'agit. À la base, tu étais dans la comptabilité, tu t'es retrouvé dans un secteur qui est totalement différent. On ne sait pas si tu aimes ça, tu vas nous le dire, mais je pense que oui, parce que sinon, tu aurais viré de bord, tu aurais changé de chemin depuis. Et moi, j'entrevoyais ça un peu comme une reconversion, mais c'est pas vraiment une reconversion, tu me l'as expliqué. Tu m'as dit que tu étais encore au début, aux prémices de ta vie professionnelle, lorsque tu as fait le switch. Alors, avant de parler de Evans Plaza. Effectivement.
ton hôtel, de parler de ce que tu y fais, des challenges, des réussites et de tout ce qu'il y a autour, je voudrais comprendre un petit peu d'où tu viens. Quand je dis d'où tu viens, c'est ton parcours. De quoi est-ce que tu rêvais quand tu étais petit? Déjà, tout petit, comme tout jeune de mon quartier, hein, c'était le foot. Ah, C'était le foot. Bon, vous savez, quand tu vois les Zidane et où à la télé, tu te dis, j'aimerais être à leur place. Et petit à petit, j'avais une tante qui était responsable d'une agence de voyage, avec qui j'entretiens des relations très fortes, qui m'amenait souvent à l'aéroport. ok. Et je me suis pris de passion pour aussi les avions. Les avions? Les avions, effectivement. Et je lui ai dit un jour, j'aimerais bien travailler aux côtés des avions. Et elle me dit, c'est mieux de te concentrer sur autre chose que les avions. Mais aujourd'hui, quand même, je regrette parce que j'aurais bien voulu être pilote actuellement. Ah, donc c'est un rêve qui est toujours là. C'est un rêve qui est toujours là au fond de moi, car Ok. je suis toujours passionné par les avions. Chaque fois que j'en vois, j'essaie de voir c'est quelle compagnie, c'est quel type d'avion. Mais quand même, je garde ce rêve toujours. Le rêve d'enfant est toujours là. Effectivement. D'accord. Eh ben, Et- c'est intéressant parce que c'est pas fréquent que les gens gardent des rêves enfouis comme ça. Donc ça te tenait vraiment à cœur. Vraiment. Chaque fois que je voyage, j'essaie de voir quel est le type d'avion. Et même avant, quand j'étais chez moi, parce que quand on était à peu près au niveau de l'aéroport, chaque fois qu'un avion décollait, à un moment, tellement que j'étais accro, je connaissais l'heure de quel avion devait décoller, Ah ouais. quel type d'avion décollait D'accord. et où il allait. D'accord. Tellement j'étais passionné de ça, donc vraiment, mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ok, mais tu t'es rapproché un peu du rêve, donc tu es dans l'hôtellerie, les clients vont et viennent. C'est Bon, ça. c'est pas toi-même directement, Effectivement, mais je les accueille. tu les accueilles. Super. Et puis c'est un secteur qui est lié à ton activité Effectivement. d'une manière ou d'une autre. Et tes inspirations, elles venaient d'où? Tu as parlé de foot. Est-ce qu'il y avait une figure qui te parlait quand tu étais plus jeune, quelqu'un dans ton entourage direct ou éloigné, hein, ça peut être à la télé comme dans la famille, mais quelqu'un qui t'inspirait beaucoup? Je voudrais dire plutôt que, au début, j'étais pas forcément inspiré par quelque chose. C'était mon père, étant donné que je suis le seul enfant Ok. et que je suis un garçon. Mhm. C'est mon père que je voyais beaucoup aller, venir, aller, venir. Et c'est en grandissant, en fait, que je commence à me rendre compte que c'est mon père même qui a été cette figure-là que je suivais derrière. Tu t'en rendais pas Je m'en compte? rendais pas compte parce que mon père, il est là où il est aujourd'hui, mais beaucoup ne savent pas d'où il vient. Mon père a commencé au bas de l'échelle en tant qu'ouvrier dans les mines de phosphate, Ok. où il a commencé ouvrier. Après, il est devenu conducteur des grosses machines qui prenaient du phosphate dans le sol. Ok. Et de là, après, il a quitté son travail pour se lancer dans l'hôtellerie, dans lequel son papa était avant lui. D'accord. Donc toi, tu es la troisième génération d'hôteliers. Effectivement. D'accord. Ok. Et toi, tu as voulu rompre le fil. On va en parler tout à l'heure. Effectivement. Tu as voulu rompre le fil et finalement, tu es revenu quand même. Effectivement. D'accord. Et même mon père, lui aussi, voulait rompre le fil parce que il voulait devenir docteur aussi après ses études. Ah. Avant que son papa l'ait pris, on dit non, c'est pas la peine. Et il a quitté la maison parce que papa voulait pas financer les études de médecine. Et il est parti se chercher dans les mines de phosphate. Et comme moi, il est revenu vers son père. Et il a recommencé dans l'hôtellerie. Ok. Et il est là où il est actuellement aussi. Donc en fait, l'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète. On n'arrive pas à fuir. Ça veut dire qu'il y a un lien fort dans la famille, peut-être par rapport à tout ça. Et toi, à l'époque, quand tu étais jeune, du coup, quand tu étais adolescent, tu n'imaginais pas que tu te retrouverais comme lui, finalement, Effectivement. dans ce secteur-là. Tu n'imaginais pas non plus qu'il t'inspirait. Petite question, est-ce qu'aujourd'hui, il sait qu'il t'a inspiré longtemps? Est-ce que tu le lui as dit? Vraiment, je ne lui ai pas encore dit. Donc, il va l'entendre là, dans ce podcast. C'est ça? Effectivement. Fais-lui un petit coup. Bonjour, pas. Tu m'écoutes. Là où tu es. Ben, c'est très touchant, hein, parce que c'est vrai que parfois, il y a des vérités qui sont en nous, qu'on n'exprime pas forcément ouvertement, Effectivement. avec des mots, mais je suis sûr que tu lui témoignes quand même de l'admiration à travers tes actions, au fur et à mesure qu'il a dû le percevoir déjà. Effectivement. Et
Donc, pour continuer un peu avec mon parcours, après mes études, Tu fais de la compta, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu choisis la compta? déjà, comme je voulais dire, quand après mon BPC, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, quel genre de série, je disais, je savais pas quoi faire, banalement. Et un jour, je suis allé à une fête organisée par une cousine à moi, une grande cousine, qui venait d'avoir son bac, et je lui ai demandé par surprise, bon, j'ai eu mon BPC, je voulais faire, t'as fait quoi comme série? Elle me dit qu'elle a fait la comptabilité G2. Et t'as eu 3 ans juste au lycée? Elle a dit oui. Je me suis dit, c'est facile alors. Et je me suis jeté. Donc ça a été un choix par défaut. Par défaut. Il n'y avait pas de conviction. Il n'y avait pas de conviction. C'est curieux que tu dis ça. En fait, les problèmes d'orientation sont assez fréquents dans nos environnements. C'est-à-dire que on choisit beaucoup les filières par défaut parce que personne ne se prend le temps de s'asseoir avec les jeunes, les adolescents pour leur dire, OK, en fonction de tes aptitudes et des métiers d'avenir, je pense que tu devrais faire ci, faire ça. Ça manque dans les écoles. Je sais pas si au Togo ça se fait, mais au Bénin, il n'y a pas vraiment cette culture, peut-être un peu maintenant. Même. Au Togo, même, beaucoup sont aussi dirigés par leurs parents. Leurs parents sont devant eux, on dit, choisis peut-être ceci, choisis peut-être cela, c'est mieux par rapport à ce que tu fais. Et la comptabilité, même, je dirais même que je l'ai pris pour... J'étais pas bon en maths. J'étais plus fort en histoire, en SVT. Mais tu savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Et quand elle me l'a dit, moi je dis, bah, essayons. Et je suis rentré dedans. Et comme elle, j'ai même eu mon bac G2 avec une mention assez bien, ce qui m'a permis d'avoir une bourse d'études de l'État togolais pour aller étudier au Maroc. Et arrivé au Maroc, j'ai eu à faire 3 ans dans une école de gestion. Ou ensuite, et après ces 3 ans, bah, mon père se lève, dit, c'est bon, rentre au pays. Tu as du travail qui t'attend. Et je me suis dit, mais non, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir et je peux pas finir mes études. Et il dit, non, tu dois finir tes études. Et c'est grâce à ma mère qui s'est interposée et a dit, si tu veux pas que ton enfant continue, moi, je vais l'aider à étudier. Et c'est grâce à ma mère que j'ai pu avoir mon master 2 en audit et contrôle de gestion dans la ville d'Agadir au Maroc. Donc, à ce moment-là, pour papa, il n'était plus question que toi, tu continues dans cette filière. Tu as eu la licence, c'était suffisant. Donc, c'est un homme pragmatique. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, ça fait quand même un bon moment que tu as fini tes études. Est-ce que tu comprends la réaction de ton père à l'époque ou pas? Est-ce que tu penses que les longues études sont si indispensables que ça, finalement, aujourd'hui? Les études façonnent l'esprit. T'ouvrent l'esprit. Les études te permettent d'entrevoir des choses que peut-être là où tu te serais arrêté, tu ne les aurais pas eues. Absolument. Ma formation en audit que j'ai eue même les 2 ans après, ça m'a permis de vraiment m'ancrer dans ce qu'on appelle l'audit interne. De chercher à savoir qu'est-ce que tu tiens en main comme gestion. Et moi, déjà, en ce temps, avec quelques amis, on discutait de quand on allait rentrer, quoi comme business on allait créer. Et déjà, je me projetais dans le business. Mais en même temps, je me prenais d'amour pour l'audit parce que je me disais qu'avec ça, j'aurais une meilleure maîtrise du business que j'allais créer. D'accord. Donc toi, tu avais plutôt cette vision-là, c'est-à-dire que les études me renforcent. Elles me permettent d'être plus préparé pour le chemin que j'envisage. Mais ton père, lui, c'est un homme de terrain, j'ai l'impression. C'est un homme de terrain. Pour lui, déjà, tu as du travail qui t'attend. Pas besoin de se fatiguer dans les études. La vie, c'est l'argent. Ça, c'est mon papa. La vie, c'est l'argent. Pas besoin d'aller trop. C'est une phrase qu'il répète souvent. Tous les jours. La vie, c'est l'argent. Bon, petite parenthèse. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Je dis pas que c'est que l'argent, mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand même? Il a un peu raison. La vie, c'est l'argent. Tu as du mal à l'avouer. J'ai l'impression que tu ne peux pas dire le... Vous savez, la vie, c'est l'argent. Mais je sais que si mon père avait été un peu plus loin dans les études, il aurait moins perdu d'argent dans son business. Tu es convaincu de ça? Oui. Tu penses que les études permettent de mieux gérer l'argent? Oui. Moi, je connais énormément... personnellement, je ne suis pas d'accord. Je connais énormément de gens qui ont des bacs plus 7, plus 8, des gens qui ont 4 masters et qui ont du mal à gérer leurs finances. Ils gagnent bien leur vie. C'est 2 choses différentes. Ils gagnent leur vie, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment le garder, le gérer, l'épargner et l'investir.
Et il y a des gens qui sont quasiment pas allés à l'école, comme moi je connais, qui sont dans le commerce, par Qui exemple. maîtrisent mieux. Mais attends, je crois que c'est avec Kevin qu'on a parlé, avec Kevin Debrousse, on est dans ses locaux, hein. On est dans les locaux de la résidence hôtelière Lauria. Avec Kevin, on a parlé des Nana Benz et on a parlé de, puisque sa grand-mère était Nana Benz, d'éducation financière et d'autres choses. Je pense que même au Bénin, quand on regarde les Ladja, ce qu'on appelle la Ladja, et les dames qui sont allées, généralement la Mecque, c'est les grandes commerçantes. Donc par abus de langage, on dit les Ladja, alors qu'il y a des gens qui sont allés au Hajj et qui sont pas commerçantes, n'est-ce pas? Mais c'est une catégorie socio-professionnelle où la maîtrise de l'argent, tu ne peux pas, comme on le dit, les tester. Moi, je me souviens de mes amis à l'école. J'avais beaucoup d'amis qui étaient des enfants de Aladja, donc de commerçants et commerçantes. Les samedis, ils étaient systématiquement au marché. Ils savaient déjà comment on faisait les comptes dans le cahier, dépenses, recettes. Mais nous, on a appris ça quand? C'est vrai que on est plus dans la théorie que dans la pratique. Beaucoup, beaucoup. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, sur le fait que les études ouvrent l'esprit. J'ai moi-même fait des études, on va dire, je suis allé jusqu'au master, et je pense que c'est important. Mais sur ce qui est de l'argent, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Qu'il aurait forcément géré de façon plus optimale les choses. Et donc, il te répète souvent que la vie, c'est de l'argent. C'est l'argent. La vie, c'est l'argent. Il voulait que toi, tu commences à gagner de l'argent le plus tôt possible. Et surtout pour l'aider, parce que c'est je suis ce seul enfant. Okay. Et en ce temps-là, il avait déjà 4 hôtels à Lomé. 4 hôtels? Petits hôtels à Lomé. Déjà? Déjà. Waouh! Avant même d'ouvrir à Palémé. D'accord. Donc, il avait besoin de main-d'œuvre, mais surtout de main-d'œuvre sur qui il fallait compter. Confiance. Et avoir confiance. C'est pour ça que lui, déjà, à la licence, il disait qu'il fallait que je rentre et que mais je vous poussais. Et en plus, je crois que plus je voulais dans les études, et plus je me disais, c'est pas la peine d'écouter mon père, il faut mieux que je continue dans mon audit. Super. Parce que quand tu as fini tes études, tu as fait un stage professionnel à Deloitte, si je me trompe pas. C'est ça. Ok, donc tu passes par ce cabinet qui est un grand cabinet, hein, c'est un cabinet prestigieux. Je pense que dans le domaine, on parle des Big Four ou des Big Four. C'est ça, non? Ouais, le numéro 1 mondial. Ah, c'est le numéro 1 mondial? D'accord, donc tu passes par le numéro 1 mondial, c'est prestigieux sur les CV, en plus, c'est ton premier stage professionnel. J'en avais fait au Maroc, mais vraiment dans une telle structure. De là, c'était au Togo, c'était de là au Togo. Oui. Okay. Tu restes combien de temps là-bas? 7 mois. Et pendant que tu es en stage, est-ce que tu as la confirmation de ce que tu aimes vraiment l'audit? Est-ce que les missions te plaisent? Est-ce que ce que tu fais te parle vraiment? C'est déjà un côté que j'ai découvert à Deloitte, c'était lequel je me suis surpris moi-même à travailler jusqu'à 22 heures juste pour finir un dossier. Je savais que j'aimais travailler un peu, mais je ne savais pas que j'étais capable de rester sur un dossier jusqu'à 22 heures parce que il fallait rendre le travail. C'est ce côté que je me suis découvert. Moi-même, je savais pas que j'étais capable. Je vois les gens bosser, mais ce n'est pas parce que je voulais faire genre devant les gens pour qu'ils me gardent. Mais je restais jusqu'à 22 heures parce que ce que je faisais me plaisait. Ce que j'étais en train de faire, chercher dans les dossiers, refaire les calculs, implémenter tout ce que les calculs étaient faits. J'aimais ça. J'aimais faire ça. Oui. Mais mon père a dit, je t'ai fait rentrer, c'est pour travailler avec moi. Si tu veux continuer dans ton cabinet, faudra que tu travailles aussi avec moi encore. Et là, il a imposé que tu as le droit de continuer, mais tu dois faire les deux. Je dois faire les deux. D'accord. Donc du coup, je me réveille le matin, je suis au cabinet. À midi, par la pause, je passe à l'hôtel. Wow. Et je reviens au cabinet. Je finis à 22 heures, je retourne à l'hôtel. À 22 heures, tu repasses à l'hôtel. Effectivement. Avant de rentrer. Effectivement. D'accord. Il a voulu t'user un peu. Et il m'a usé parce que. Il a eu à l'usure. Je t'avoue qu'au bout de 7 mois, le palu. Je suis tombé malade. Sans les moustiques. Sans les moustiques parce que vraiment, c'était. Ça devait être intense. C'était dur. Et du coup, c'était. Là, on parle même pas de l'hôtel à Palimé. Parce que le week-end, il fallait aller à Palimé, revenir après. Mais on parle que juste des hôtels de Lomé. En semaine, tu l'aidais à gérer les hôtels de Lomé. Donc j'imagine que pendant la journée, tu étais en plein stage et parfois on t'appelait de l'hôtel pour te dire qu'il y a un problème à gérer.
Et comment tu as géré cette pression-là? Est-ce que tu te disais que ça allait passer, que tu ferais ça quelque temps et qu'il allait te laisser continuer, ou tu avais compris que tu n'avais pas d'échappatoire avec lui? J'ai compris que j'aurais pas d'échappatoire avec lui. Ok. Et c'est en commençant à travailler dans l'hôtel avec mon père, avec ce côté où j'avais de l'expertise dans le cabinet, Ok. Ouais. j'ai commencé à avoir des failles Mhm. dans l'hôtel. Je voyais bien les chiffres qui rentraient. En termes de gestion. En termes de gestion, je voyais les failles qu'il y avait. Et je voyais que il n'avait pas la main d'œuvre de qualité. Mhm. Il n'avait pas des personnes de confiance avec qui travailler. Je voyais les failles. C'est l'argent de mon père qui m'a fait manger. Bien sûr. Et voir l'argent que mon père perdait concrètement, Tous les jours. tous les jours, je me suis dit non, que je peux plus le laisser aller à vue comme ça. Et j'aimais l'audit, j'aimais bien, mais il fallait faire un choix. J'ai fait 7 mois, mais j'en ai appris que ça m'a mûri dans la pression du travail, ce travail sous pression, Ouais. travailler avec exactitude, rigueur, et surtout, travailler avec de l'intensité. Parce que à Deloitte, c'est l'intensité du travail. L'intensité du travail. Vous avez 2 semaines pour finir un travail, vous n'avez pas de temps après, la pression est là. Pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse de travail qu'on vous donne. Vous l'avez mal fait, on vous le renvoie, vous le refaites encore, Et dans les délais. et dans les délais. Donc, j'ai vraiment aimé cette pression, et tout cela m'a forgé, et je me suis dit, bon, Deloitte, c'est bon, mais l'héritage familial passe avant tout, et je me suis concentré sur l'hôtellerie. C'est profond ce que tu dis et c'est puissant. L'héritage familial passe avant tout. Je pense que ton père, il savait bien qu'il perdait de l'argent. C'est pour ça pourquoi il insistait pour avoir une personne de confiance auprès de lui. Il ne savait peut-être pas exactement par où est-ce que l'argent fuitait, mais avec l'expérience qu'il a dans le secteur, je suis sûr qu'il savait qu'il y avait des optimisations possibles en tout cas. Effectivement, mais qu'il n'avait pas forcément le temps de pouvoir tout regarder. Exactement, il peut pas tout faire seul et trouver quelqu'un de confiance, c'est très difficile dans nos environnements. Je pense que toi-même qui gères maintenant des hommes, tu dois l'avoir remarqué. Effectivement. On va parler un peu du capital humain tout à l'heure. Et il a insisté, c'est vraiment une bonne chose que tu l'aies rejoint. Il y a aussi un aspect qui me vient à l'esprit, c'est la transmission du témoin dans les entreprises en Afrique. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'éteignent. Effectivement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais plus où est-ce que j'ai même lu ça encore récemment, qui arrivent à des niveaux assez élevés, mais qui ne pensent pas à préparer la succession. Effectivement. Donc peut-être que tu as été l'objet d'une grâce que toi-même tu ignorais. Effectivement. Parce que tu as un père qui, lui, a pensé à ça très tôt. Pendant qu'il y en a, c'est dans leur vieux jour, qu'ils cherchent. Ils commencent à être fatigués, ils se disent bon. Et les enfants ont déjà fait des carrières dans d'autres domaines. On voit beaucoup ça, hein. Les enfants sont au Canada, aux États-Unis, en France. Ils ne veulent même pas rentrer. Les parents ont des biens partout. Moi, je vois ça à la zone des ambassades. Nous, on habite dans les encablures à Cotonou, mais il y a peut-être 3/4 des maisons qui sont vides. Effectivement. Parce que tous les enfants sont allés étudier, mais très peu sont revenus. Nous, on est vraiment un petit nombre d'entrées. Donc, on va dire bravo à ton père d'avoir eu cette vision et surtout d'avoir eu la ténacité. J'imagine à ta place que ça n'a pas dû être simple parce que ça a été comme s'il t'obligeait à le faire, à rentrer dans son canevas, lui. Vous savez, même jusqu'à présent, j'ai des amis qui me disent c'est pas la peine de travailler avec ton père, trouve ta voie. Ton père a déjà trouvé ta voie, trouve ta voie, laisse tout ça, crée toi-même ton monde, vas-y. Et je n'oublierai jamais cette phrase qu'une tante m'a dit une fois. Toi, tu es allé à l'école pendant 5 ans, tu es un master 2 en audit de comptabilité et tu traînes au marché dans la poussière, aller acheter les papiers hygiéniques, les sacs de riz. Ça a dû te choquer, te démonter le moral à l'époque. Ça m'a cassé. Je me voyais dans la veste, je me voyais dans la cravate. Et dans la clim. Et dans la clim. Tout le temps. Tout le temps. Dans les avions, pour aller en mission. Effectivement, quand tu commences à Deloitte, que tu rentres dans les banques. Et quand l'auditeur arrive, c'est un certain respect qu'on lui témoigne. On vous donne, mais c'est vrai. Et c'était une phrase choc, hein. Cette phrase m'a résonné dans l'esprit. En plus, c'est quelqu'un de la famille qui te dit ça. Quelqu'un de la famille. Waouh, ça. Et je me suis dit, qu'à cela nous tienne, je sais que le chemin que j'ai pris
Malgré que j'ai des conseils qui me disent de laisser, je sais que je mets des prix, me permettra de moi aussi créer mon empire demain aussi. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de petit à petit que je me rends compte que c'est mon père même qui m'a montré tout ce qui est la résilience, la force. Quand tu as une vision, quand tu as une foi en quelque chose, ne pas le laisser. L'hôtel que on gère à Palimé, pour la petite anecdote, j'étais au Maroc, étudiant. Je suis là et ma mère m'appelle, toute paniquée, que ton père est en train de construire encore un hôtel à Palimé, alors qu'il en a déjà 4 à Lomé. Il cherche quoi? Il veut quoi dans la vie? Décourage-le, je t'en prie. Donc, moi aussi, j'appelle mon père, mais papa, comme tu sais, moi, ma vision, c'était pas l'hôtellerie. Bien sûr. Papa, qu'est-ce que tu fais à Palimé? Palimé, c'est à 2 heures de route. Tu veux faire quoi à Palimé? Ça sert à rien de travailler. Tu as déjà il dit, non, il sait ce qu'il fait. Mon père a commencé avec 12 chambres. Je suis revenu une fois en vacances, je suis allé à hôtel, et moi, je suis rentré à Lomé, banal. Je suis encore au Maroc. Il m'appelle. Ton père est en train d'agrandir l'hôtel à Palimé. Je dis, mais il veut quoi? Il veut quoi? Il dit, mais quand il se réveille le matin, il fait ce qu'il a prévu de faire. Il a commencé avec 12 chambres. On me rappelle après pour me dire qu'il est monté à 24 chambres avec une salle de réunion. Waouh, il a doublé la capacité. Il dit, mais je l'appelle encore. Mais papa, qu'est-ce que tu veux? Mon père dit, laisse. Je sais, je fais tout pour le convaincre. On appelle les hommes de le calmer. Je rentre définitivement à Lomé en 2016. Mon père passe à 35 chambres avec une piscine. En fait, il a son plan depuis, c'est juste qu'il le déploie progressivement. Et quel que soit mon appel, sa femme, ses frères, ça sert pas. Sa vision, c'est sa vision. Vous savez, à la 3e tentative pour qu'on l'arrête, j'ai dit à ma mère, ce monsieur-là, là où il va, je ne suis pas prêt de l'arrêter. Ouais, c'est clair. Tu as compris. Je ne suis pas prêt de l'arrêter. Et actuellement, on est à 65 chambres. 65 chambres. 5 salles de réunion. Combien? 5 salles de réunion. Mais c'est énorme. Et chaque semaine, par la grâce de Dieu, les salles de réunion sont prises. Waouh! C'est la preuve qu'il avait une vision. Il avait une vision. Il savait exactement où il voulait aller, en fait. Et c'est ça, on dit, quand tu as une passion, quand tu as une vision, quels que soient les bruits de couloir, quels que soient même tes personnes proches. Bien sûr. Vous imaginez un monsieur qui se bat contre sa femme et contre son fils. Le seul fils qu'il a d'ailleurs. Le seul fils il construit, mais il ne sait pas si derrière, le fils va venir prendre. Mais il continue. Il continue quand même. Parce que pour lui, il sait que ça va prendre. Il sait que ça va prendre. Tout le monde, ses grands frères, ses frères. Palimé, c'est à 2 heures de temps. Vous imaginez l'aller-retour qu'il a fait pour construire cet hôtel? Bien sûr. Ça a dû alors qu'il avait d'autres hôtels à Lomé. Mon père me dit, il allait à Palimé, il achetait. Sur la route, on le rappelait pour lui dire qu'il manquait du ciment. Il ne sait pas si le ciment manquait. Mais bien sûr, bon, avec tous les jonglages il envoie de l'argent. Nos amis ouvriers aussi, bien sûr. Vous savez. Et c'est là, je vous dis, petit à petit, en grandissant, je ne le savais pas, mais c'était mon père qui était cette vision-là. Le mentor. Le mentor que je suivais sans le savoir. Et je suis fier de lui. Je lui dis clairement que je suis fier de lui. Chaque jour, quand les gens viennent à l'hôtel Yvan Spaza de Palimé, ils me disent vraiment, vous avez un bon hôtel, je leur dis, c'est pas nous, c'est mon père qu'il faut féliciter. Et vraiment, je suis fier de lui. Je suis fier d'avoir aussi pris mon sac et d'avoir suivi son chemin. Mais c'est un joli témoignage, c'est un bel hommage que tu lui rends. Et je crois que c'est une leçon pour tous ceux qui nous suivent, pour moi-même, pour nous tous. La vision doit être suivie. Ne laissez personne vous décourager, parce qu'il y a toujours du bruit.
Toujours du prix. Parfois, on se trompe même, hein, on est entêté, mais on va au bout de ce qu'on pense et on essaye. Et je pense que ton père, s'il avait dit au départ qu'il voulait construire un hôtel de 65 chambres à Palimé, les gens, à commencer par toi, auraient dit qu'il est complètement sur une autre planète. Oui. Et donc, il ne vous a pas montré la destination, l'objectif final. Vous avez vu un peu comme une série, chaque saison. Chaque saison. Et nous, on était là à lui dire non, c'est pas la peine. C'est une belle leçon. Surtout que l'hôtel fonctionne très bien et que, comme tu le disais, il y a un taux d'occupation qui est assez élevé. Effectivement. Et toi, quand tu es arrivé, justement, qu'est-ce que tu as apporté? Si aujourd'hui, je te dis, Hugues, explique-nous comment est-ce que ton arrivée a permis de transformer un peu les choses. Au niveau de la gestion, j'imagine, tu l'as déjà laissé entendre un peu tout à l'heure, que tu as permis d'assainir un peu les choses. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote ou nous dire quel est le plus gros problème ou la plus grosse faille que tu as pu colmater? Déjà. Par où l'argent sortait en flot? Déjà, mon père commençait à se fatiguer. Il n'arrivait plus forcément à suivre les factures. Vous savez, dans un autre domaine, si la personne qui gère ton truc est en complicité avec tes fournisseurs, tu es foutu. Tu es foutu. Il n'avait plus le temps de voir quel est le nombre de draps réels qui étaient partis au pressing. Il n'avait plus le temps de voir les factures qui venaient. Est-ce que c'était réellement des factures qui allaient dans le sens de ce qui était gâté? Clairement. Tu arrives, on te sort une facture de... On lui donnait les factures de pressing où on lui disait que voilà, tu as eu 100 draps qui ont été amenés au pressing, tu as eu 120 draps qui ont été facturés, mais tu n'as pas de registre d'entrée et de sortie des draps. En fait, on te donne l'information comme ça, tu la prends telle quelle, quoi. Et il disait juste, allez payer. Parce qu'il n'avait pas le temps de suivre tout ça. Trop d'établissements et pas de main-d'œuvre de confiance, assez de main-d'œuvre de confiance. Et c'est de là que déjà, il a dû laisser 1 et 2 pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui était vraiment le plus performant et se concentrer sur Palimé aussi. Et sur Lomé, étant donné que je suis là maintenant, il sait que je suis là, je vais dans les hôtels et aussi il y a ce côté-ci où quand vous n'êtes pas, on sait que vous êtes éparpillé et que vous ne pouvez pas forcément venir vérifier la qualité de l'entretien qui est fait dans les chambres. Les employés font ce qu'ils veulent. Ça fait chuter la qualité et ils en profitent aussi pour se servir. Effectivement. Ils savent que vous n'êtes pas là. Bien sûr. Ils savent que même quand vous venez, vous êtes fatigué, vous restez à la réception, vous ne rentrez pas dans la chambre. Vous posez 2-3 questions et puis bon, après... Et ça, à mon arrivée, tout a changé. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un. Et là, il s'est concentré sur Palimé. Avant que moi aussi j'intègre la structure de Palimé, j'ai dû faire mon background sur les hôtels de Lomé. Apprendre déjà, parce que l'hôtellerie, je ne l'ai pas fait en formation. J'ai appris sur le tas. Bien sûr. Les heures d'entrée des clients, le prix des chambres, le nombre de chambres entretenues par personnel d'entretien. Un certain nombre de choses. Et surtout, vous savez, un petit jeune qui, je vais pas dire que j'ai eu une cuillère en or dans la bouche, mais j'étais le seul enfant de mes parents, j'étais un enfant gâté. Et pour savoir ce qu'on appelle accueillir un client, ça s'en prend pas. Tu dois vivre cela. Absolument. Pour savoir te courber. Tu roules peut-être dans une voiture climatisée, mais le client qui vient vers toi est peut-être dans une voiture sans climatiseur. Tu dois savoir te courber. Quand on dit le client est roi. Le client est roi. Il faut savoir s'approprier ces termes. Ça. Et pouvoir recevoir les clients. Et tout cela, je l'ai appris sur le tas. Et c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Et je peux dire que si t'es pas là, la manière dont ton personnel reçoit tes clients et que quand tu vois, tu vas direct faire la différence. Le client même te le dit directement, ah, monsieur, vous êtes le gérant? Tu dis oui. Et surtout qu'on est habitué à une qualité de service très moyenne, pour dire les choses gentiment, dans nos pays, malheureusement. Mais quand on a un accueil d'une certaine qualité, on se dit soit
c'est le propriétaire, soit c'est un employé exceptionnel. Effectivement. Et comme c'est vraiment ces genres de choses, tu te rends compte que vraiment, c'est ça que je dis surtout que mon père avait besoin de quelqu'un pour le soutenir derrière. C'est pour ça qu'il insistait. Il insistait parce qu'il savait qu'il n'arrivait plus à suivre tout ça. Et à ma venue, j'ai vu les clients le disaient tout le temps que on sent qu'il y a quelqu'un qui est venu maintenant. On sent que quelqu'un a repris les rênes. On sent que quelqu'un derrière suivait. Et vraiment, j'ai été content et je ne regrette pas. Donc aujourd'hui, tu es, on va dire, oui, en quelque sorte, le poumon ou un des poumons du groupe, parce que finalement, c'est quand même, c'est une chaîne d'hôtels que vous êtes en train de... Qu'on a mis sur place. Vous avez mis en vie sur pied, que vous êtes en train d'étendre. Et est-ce que tu remarques une différence entre l'hôtel qui est à Akpalimin et les établissements de Lomé? Est-ce qu'il y a des particularités? Le fait que cet hôtel-là soit dans une zone, je pense, touristique, Akpalimin, est-ce que ça draine plus de flux ou est-ce que c'est plus compliqué à gérer? Quelles sont les spécificités? Parce que tu passes plus de temps à Akpalimin, j'ai cru comprendre. Oui. Ou c'est vraiment kiff-kiff, c'est-à-dire tu passes autant de temps des deux côtés? Des deux côtés. Parce que déjà sur Lomé, je me charge de l'approvisionnement pour Akpalimin. Oui, ok. Donc déjà, je dois revenir à Lomé, travailler un peu avec ma mère pour m'occuper de la gestion de l'approvisionnement et transférer les choses sur Akpalimin. D'accord. Parce que les coûts sont plus exponentiels sur Akpalimin que par rapport à Lomé. D'accord. Okay. Et pour parler un peu de... Donc ça coûte plus cher de vivre à Akpalimin qu'à Lomé? Effectivement. Ah oui? Parce que je peux vous dire que tout ce qui est alimentaire, on l'achète à Lomé pour Akpalimin. D'accord. Même le sucre que tu l'achètes à Akpalimin coûte plus cher qu'à Lomé. Si donc. Parce qu'il répercute tout, les moyens de transport. La logistique, tous les coûts. Sur les produits. Donc du coup, pour parler à peu près déjà de la clientèle de Lomé est plus axée sur les clients qui viennent de l'extérieur. Et quand les situations politiques ou les choses changent un peu au port ou que il y a une certaine activité ou quelque chose qui va pas dans le pays, on le sent plus à Lomé. Okay, le ralentissement se fait tout de suite sentir. Okay, d'accord. Alors que déjà sur Akpalimin, on est spécialisé dans les séminaires d'affaires, les ateliers de formation, les réunions d'entreprise. Les organisations internationales nous sollicitent parce qu'on a des salles de réunion, on a des forfaits de restauration, on a des chambres. C'est génial. Et ça leur permet de sortir de la ville pour faire des retraites. Des retraites. Papa a été visionnaire. Il a senti le cash. Direct. Mon papa visionnaire a senti un besoin, c'est d'avoir un hôtel avec des salles de réunion. Nous, on est spécialisé dans les ateliers de formation, les séminaires d'entreprise, les ateliers de formation. Il y a eu du flair. C'est pour ça que on compte 5 salles de réunion. 5 salles de réunion. La plus petite peut accueillir 20 personnes, 15 personnes, et la plus grande peut accueillir jusqu'à 200 personnes. D'accord. Et nous fournissons la restauration, l'hébergement. Donc, vous voyez que même quand les frontières sont fermées, nous, on travaille. Puisque les entreprises qui sont à l'intérieur même du pays, continuant à tourner, ont besoin de retraites stratégiques ou des séminaires. D'accord, d'accord. Et les organisations internationales aussi. Bien sûr. Et il y a un truc, c'est que quand ils veulent je travaille beaucoup avec la GIZ, quelques organisations internationales comme Compassion et CBM, qui s'occupent des personnes handicapées et tout. Quand ils veulent réunir des gens du Nord et du Sud pour travailler, c'est à Akpalimin. D'accord. Quand on veut travailler avec des gens de la santé, de plusieurs corps de métier de l'État, c'est à Akpalimin. Donc, il faut venir des gens du Nord et des gens du Sud. Ce qui fait que Akpalimin est devenu un centre d'affaires, un centre de formation, de séminaires. D'accord. Où les entreprises du Nord comme du Sud se regroupent et forment. Vous avez créé là un genre de point de jonction. Oh, voilà. D'accord, qui permet vraiment à tout ce qui est professionnel, tous ceux qui sont donc des professionnels de se retrouver pour travailler tout en étant un peu éloigné du cadre habituel. Effectivement. Pour vraiment se concentrer. C'est un super business model. Donc ça veut dire que cet hôtel-là, celui de Akpalimin,
il a un business model qui est différent des autres hôtels que vous avez à Lomé. Effectivement, c'est cela. Vous n'attendez pas les touristes pour Palimé. Non. Pourtant, Palimé est une zone touristique. On aurait pu penser, comme ça, hein, par défaut, que c'est surtout pour y accueillir des touristes. Effectivement, beaucoup de gens, quand ils me croisent, ah, comment ça se passe avec les touristes? Comment ça se passe? Les touristes viennent beaucoup. Je travaille pas avec les touristes. Je travaille pas avec les touristes. 80% de notre clientèle, c'est les organisations internationales, les ONG, l'État, les entreprises qui amènent le personnel, qui invitent les gens de toute la région, du nord comme du sud, pour venir loger, manger, se faire former chez nous. Donc, quand on me parle des touristes, je dis, oui, les touristes, ça vient. Mais ça compte peu dans ta balance, quoi. Ça compte peu vraiment dans ma balance. Du coup, tu dois faire beaucoup de lobbying, je suppose. Lobbying, oui, parce qu'il faut qu'on ait du monde. Bien sûr. Qui leur parler que, ah, quand vous voulez faire tels ateliers, pourquoi ne pas venir sur Palimé? Et on dit toujours, quand vous venez à Palimé, vous êtes sûr que quand vous commencez votre formation, quand il y a la pause, quelqu'un ne va pas dire, je vais aller voir ma famille avant de venir. Quelqu'un ne va pas dire, je vais aller payer tes factures, je viens. Tout le monde est concentré sur un lieu. Okay. Vous commencez à 1h et tout le monde rentre dans la salle à l'heure voulue. Il n'y a pas quelqu'un qui va le traîner. Tout se passe bien. Okay. Donc, on essaie quand même de faire venir encore du monde. Il y a du monde il y a plein de sociétés. Et on continue à chercher des parts de marché parce qu'on n'est pas nombreux à Palimé à avoir 105 chambres. Et là, actuellement, on a on a construit encore. Vous êtes en train d'agrandir encore. Encore. Eh ben, dis donc. Ben, chapeau. C'est tout ce que je peux dire. Merci Chapeau à ton père, chapeau à toi aussi, parce que tu es en train de prendre le relais. Et je voudrais te demander, est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Toi qui as eu beaucoup de réticence à suivre la voie paternelle, mais qui n'a pas su résister à l'appel en fin de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, après quasiment une dizaine d'années, on va dire un peu moins, est-ce que tu es épanoui dans ce secteur? Je suis très, très épanoui parce que je me suis découvert un côté où je suis très à l'écoute du client. Et vous avez des ateliers, on peut avoir 100 à 200 personnes. Je me vois courir de gauche à droite, aller venir. Tu aimes le contact humain? Je me suis découvert cette passion. Ok. Parce que j'étais plus quelqu'un qui était... je sortais comme tout le monde, mais je voulais pas forcément garder le numéro de quelqu'un. On se parle vite fait, ok, au revoir. Je veux pas garder ton numéro. Tu n'entretiens pas de lien, quoi. De lien. Mais maintenant, avec mon travail, ah, ça va, ok, oh, s'il te plaît, je prends le numéro pour communiquer les structures de l'hôtel, vous recevoir, mais ouais, ce travail te force à être souriant tout le temps. Et plus humain. Et plus humain. Oui. Et mon plus gros challenge, c'est quand un client est grinché. Quand il y a un client qui est très... Il veut ci, il veut ça. Capricieux, ouais. C'est ces gens de clients que j'aime. Ok. Je les approche avec mon sourire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Parce que j'ai confiance en ce qu'on a établi. J'ai confiance au service qu'on a. Et toute personne qui vient, on a ce qu'il faut. Quand il y a un problème, monsieur, on vous le règle tout de suite. Quand il y a un problème, tu te bouges. Et quand il voit que tu fais partie des responsables et qu'il bouge derrière, il est capricieux, mais bien sûr, il est satisfait derrière. Bien sûr. J'arrive par rapport aux jeunes qui ils se disent, oh, le client, il exagère trop. Je dis, c'est lui qui me donne à manger. C'est ça. On ne joue pas avec l'argent. La vie, c'est l'argent. Dixit ton papa. La vie, c'est l'argent. La vie, c'est l'argent. Vraiment, je me suis découvert cette passion on travaille jusqu'à, parfois il y a des gens qui finissent des ateliers, ils font des réceptions. Des afters, oui, bien sûr. On est là. Jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure, 2h du matin. Ouais. Et j'aime ça. Et tu dois être en forme jusqu'à la fin, parce qu'on a besoin de toi. Je te levais à 8h. En fait, les shifts, le personnel vient de 6h, il part à 4h30. D'autres viennent de 4h30, ils partent à 22h. Ouais. Mais toi, t'es debout de 7h jusqu'à 2h, 3h du matin. Ouais. Et le lendemain, tu es déjà debout pour le petit-déj. C'est ça. C'est vraiment... Et quand t'es pas passionné, tu peux pas. Parce que là, c'est un rythme, c'est à 100 à l'heure. C'est à 100 à l'heure.
quand t'es pas, et imaginez, quand, les ateliers de formation, là, actuellement, à Palimé, on a une centaine de personnes qui sont venues, différentes sociétés. Vous travaillez jusqu'à vendredi, ils partent. Bah, les gens du week-end, ils arrivent le samedi. Ça continue. Le dimanche, ils partent. Les autres entreprises qui doivent venir arrivent le dimanche pour commencer le lundi. Bien sûr. Si t'as pas la passion, tu peux pas. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Ça, c'est tout à fait juste. C'est le carburant qui te permet de tenir la route, même quand c'est difficile. C'est difficile. C'est une belle histoire. Moi, je suis très content de voir que tu as pris goût à la chose, parce que le pari n'était pas gagné. Le pari n'est pas gagné. Le pari n'était pas gagné, et aujourd'hui, je crois que tu es convaincu d'être dans ton élément. Ton père est convaincu d'avoir fait le bon choix en insistant. Ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça aujourd'hui? Elle qui était vraiment engagée pour te soutenir dans ta voie parallèle. Vous serez surpris d'entendre que ma mère a laissé son travail pour continuer avec mon père. Ah. En fait, c'est un leader. Il a su ramener tout le monde à la vision initiale. Donc ta mère travaillait et aujourd'hui, elle a laissé son travail pour se concentrer à plein temps sur Palimé. D'accord. Ok. Et c'est devenu une société familiale où mon père nous tire et nous on est là. Vous voyez, parfois on dit qu'il faut pas imposer des choses aux enfants, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup trop de parents qui imposent des voies, surtout des professions. Là, il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois avocat, parce que bon, au niveau du statut social, etc. Mais quand un homme ou une femme, quand une personne a de la vision et ne le fait pas pour satisfaire un ego, mais parce que cette personne a compris qu'il y a un intérêt pour tous et qu'elle a vu la manne financière, je pense qu'il est nécessaire d'insister, de pousser un peu. Parce que lui, il avait vraiment vu. S'il s'était trompé aujourd'hui, tout le monde serait tombé dessus. C'est sûr que tout le monde le serait tombé dessus. Ah oui, ça c'est clair. Et en tant qu'investisseur, il faut accepter de recevoir des coups. Bien sûr. Mon père, après Palimé, il a eu la vision, il s'est dit, ça marchait à Palimé. Il a essayé aussi à Tchévier. Okay. Tchévier, c'est un peu différent parce qu'il a essayé de reprendre une structure déjà existante. Okay. Mais là-bas, on a dit, il ne faut pas y aller. On a dit, il ne faut pas aller. Il a dit non. Là-bas, il s'est cassé. Mais c'est les affaires. C'est les affaires. Sur 10 business, on dit souvent, il y en a 9 qui flopent. C'est parce que les gens n'entendent parler que du 10e business qui a marché. Tous les jours, quand les gens me disent, ah, Elon Musk, je dis, il n'y a pas un seul businessman sur Terre qui n'est pas plus de 70-75% d'échecs. Les études sérieuses le montrent. Seulement qu'il suffit d'un seul coup pour couvrir les pertes de tout le reste. Effectivement. Bon. Et quand on est entrepreneur avec la passion, même quand ça marche d'un côté, on n'arrête pas d'essayer d'autres choses. Je crois que ça doit être le cas de ton père avec ce que tu dis. Oh oui, c'est clair que... Et vous savez, mon père, je vais dire quoi, actuellement, on en a 4 qui marchent tranquille. Mais au-delà des 4, il en a fermé 4 ou 5. Hein. Avec des déboires, des pertes. Oui, il essaie par ici, il reprend tel bâtiment, il essaie, ça marche pas. Il prend tel dans telle zone, il essaie, ça marche pas. Mais il a vraiment le sens des affaires, ton père. Il a le sens des affaires. Même Marc Palimé, c'est un hôtel qu'on a actuellement, mais il en avait repris un avant de prendre celui-là. Qui n'avait pas marché. Il n'avait pas marché. Et pourtant, il ne s'est pas découragé. Et on a des gens qui commencent le business et qui 6 mois après disent non, vraiment, c'est trop dur. Hein. Moi, non, tu te moques de moi. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Même s'il y a des erreurs, il y a des choses qui se passent, il faut persévérer. Et mon père vraiment m'a montré ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Moi, j'aime bien dire persévérer et vous percerez, vous verrez. Toujours. Une très belle phrase. Toujours. Hein. Très belle phrase. On finit par y arriver. Alors, sur le plan opérationnel, quelle est la plus grosse difficulté que tu as aujourd'hui dans la gestion day-to-day? Dans l'hôtellerie, c'est quoi le vrai cauchemar des patrons? Je vais dire au Togo, puisqu'on est au Togo, c'est peut-être pareil ailleurs, mais parlons de notre cas. Je persévère. J'étais sûr, le capital. Donc, en fait, je vais enlever la fin de ma phrase. Ce n'est pas dans l'hôtellerie, c'est dans le business. le persévère. Vous savez, mon père,
Et il leur dit toujours, hein, si aujourd'hui, vous faites des choses dans l'histoire structure, sachez que demain, quand vous aussi, vous allez ouvrir pour vous là, C'est ça. on va vous faire ça. Absolument. Ça, c'est clair. Parce que je ne sais pas si... mais l'excellence dans le travail est en train de se perdre. Les gens... Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un et que même si tu gagnes des miettes, tu te dis, je vais me donner le meilleur de moi-même. Demain, quand tu quitteras ce travail et que tu ouvras même ton truc, l'excellence va te suivre. C'est ça. L'excellence, c'est comme, ça devient comme une deuxième identité de ta vie. Ça devient une routine. Ça devient comme si c'était respirer. Parce que tu t'es donné à 100% dans ce que tu faisais. La qualité, la réception du client, tout ce que tu faisais était méticuleux. Tout ce que tu faisais, c'était pour que ça soit un succès. Ce que je regrette beaucoup, surtout, c'est que les gens ne travaillent plus pour montrer à leur patron que si moi je quitte là, mon truc va exploser. Il n'y a plus l'amour du travail bien fait. C'est dommage. C'est ce que je regarde avec mes jeunes frères. Ils travaillent juste pour travailler. Surtout dans mon domaine, j'ai l'impression que c'est devenu un domaine où les jeunes le prennent pour... Bon, c'est le job, on attend deux fois. Voilà. C'est parce que je vais faire, je fais ça juste. Et à la première occasion, je vais partir. C'est triste. On a ce problème au niveau des jeunes générations qu'on remarque dans beaucoup de secteurs où il y a un certain laxisme. C'est-à-dire, on ne travaille pas avec rigueur, on ne travaille pas avec dévotion, on fait les choses à moitié et ça impacte le business énormément. Effectivement. Parce qu'il faut être derrière, j'imagine que c'est pareil dans ton cas. Moi, je l'ai vécu dans plusieurs entreprises, en tout cas, les personnels, il faut être derrière les gens tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours être là, redemander les mêmes choses. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as vérifié ci? Toujours dans la répétition. Toujours dans la répétition. Et à un moment, je comprends beaucoup de gens qui peut-être ont laissé la restauration ou le service parce qu'il faut tout le temps dans la répétition. Oui. Et ça devient l'ensemble pour certains, mais c'est éreintant, quoi. Quand c'est ton boulot, quand c'est ce que tu as pris de cœur, tu ne peux plus laisser. Et c'est là aussi, je veux faire... il faut toujours chercher... Dans notre domaine, on essaie beaucoup de tirer sur le salaire. On sait ce que j'ai remarqué. On essaie de payer moins. Mais ça fait qu'on perd de la qualité de le service dans les employés qu'on a. Soyons prêts à mettre l'argent qu'il faut pour avoir un personnel de qualité. Parce que derrière, ça te permet de perdre du temps à vouloir contrôler derrière tout un chacun. Tu gagnes du temps. Et ça te permet de parler moins. Une main-d'œuvre de qualité, c'est peut-être payer plus, mais c'est avoir un retour d'investissement payant. C'est ce que je pourrais vraiment dire à beaucoup d'investisseurs actuellement. C'est pas facile de payer certaines sommes, mais si derrière, tu le récupères quand même. Tu viens de toucher un point sensible et tu l'as fait avec beaucoup d'honnêteté. Je te remercie parce que on a un son de cloche généralisé qui fustige les employés. Et là, tu viens d'équilibrer les choses. Ça, c'est de l'honnêteté. Je trouve que c'est important qu'on le dise. Oui, il y a beaucoup de collaborateurs qui font n'importe quoi, qui sapent les entreprises, qui n'ont aucun respect ni pour les patrons, ni pour le business, ni pour les clients. Mais il y a aussi beaucoup de mauvais managers. Moi, je le dis souvent, il y a beaucoup, non seulement de mauvais managers, donc des gens qui gèrent mal et qui ne savent pas motiver leur troupe, parce que quand tu es en position de leadership, c'est ton travail de motiver les gens. Oui, je te paye, tu dois travailler, mais je dois faire l'essentiel pour que tu aies envie de bien travailler. Oui. Et il y a beaucoup de patrons qui ont des lacunes en leadership. Il y en a plein. Et d'un autre côté, la question des salaires, tu l'as abordé avec beaucoup de franchise. Peu de gens reconnaissent qu'ils payent
qui ne payent pas très bien leurs collaborateurs. On veut toujours montrer qu'en fait, la faute est uniquement du côté alors que nous avons une responsabilité collective. En tant que patron, comme tu l'as dit, hein, c'est important qu'on fasse l'effort de créer des conditions. Et parfois, ce n'est même pas forcément le salaire parce qu'on n'a pas encore la solidité qu'il faut au niveau de la structure, mais ça va être dans l'état d'esprit, dans l'ambiance qu'on va mettre en place. Moi, je me souviens d'une entreprise dans laquelle, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de difficultés, une de mes entreprises. Beaucoup de difficultés financières, vraiment beaucoup. Et on est arrivé à un stade où on ne pouvait plus, pendant 2 ou 3 mois, payer les salaires. Wow. À un moment donné, de ma propre poche, j'ai fait ce que je pouvais, avec mon associé. Les mois qui ont suivi, nous-mêmes, nos poches... était creuse. Oui, merci. Creuse, c'est un gentil mot. Et on a commencé à dire, bon, il va falloir dégrossir. Commencer à licencier. Mais je t'assure qu'il n'y a aucun des collaborateurs qui a voulu partir. Wow. Ils ont tous dit, ils se sont rassemblés, ils ont fait une réunion entre eux et ils nous ont carrément presque convoqué, nous, les patrons, pour nous dire qu'ils veulent nous parler. Donc, on s'est retrouvés en salle, réunion, et ils nous ont expliqué que ils savent ce qui se passe. Puisque nous, on fait des réunions, on est transparents, ils voient les chiffres et tout. Ils savent ce qui se passe, mais qu'ils savent que ça va se résoudre aussi. En tout cas, qu'ils sont convaincus, qu'ils ont confiance en nous, etc. Mais qu'eux, ils ne veulent pas partir, qu'ils ne vont pas quitter le navire. Mais c'était impressionnant. Je n'oublierai jamais ça. Ça nous a tellement galvanisés qu'on a trouvé le moyen, encore avec mon associé, d'aller nous-mêmes nous endetter pour leur donner la moitié de leur salaire. Et c'est ce mois-là que la tendance a été inversée. Parce que l'énergie avec laquelle tout le monde bossait, elle était divine. Et ça, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression d'appartenir à une équipe. À une famille, merci. Et pas seulement d'être au service d'eux. C'est ma boîte, travaille pour moi. Non, c'est ma boîte, c'est clair, je ne vais pas te mentir. Mais c'est aussi ta chose. Et si tu le fais bien, tu partiras même avec ces lauriers-là. Ça te permettra d'avancer. Donc, il y a ce discours, il y a cette capacité à montrer, comme ton père l'a fait, la vision. Le leader, il sait où il va et il doit transmettre l'information. Si tu ne parviens pas à transmettre ce sentiment à tes collaborateurs, ça va amplifier le sentiment qu'on a déjà. En les voyant, ils sont un peu mollassons aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Il y a aussi les générations et l'époque. Effectivement. Qui jouent, je pense. Je crois que l'époque aussi. L'époque fait que l'amour du travail bien fait est en train de disparaître. Oui. On pense qu'on peut il faut forcément avoir de l'argent vite. Tout de suite, parce qu'on a vu parler de trading en ligne et quelqu'un, il a fait 16 000 $ en 48 heures. Surtout avec mon petit frère, c'est vraiment l'idéologie actuelle. Avec que ça va être difficile, ça va être encore plus dur. Il faut fidéliser vos collaborateurs actuels s'ils ne sont pas de cette génération, parce que ceux qui arrivent, je vous assure, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Vous savez, même avec les artisans qui travaillent, les menuisiers, les plombiers, tu appelles un, il te dit qu'il est sur telle activité. Et je dis, mais t'as pas d'ouvrier? Il me dit, mais je ne veux plus se faire. Je veux plus travailler. Alors que c'est des métiers où, quand tu attrapes ce métier-là et que tu te fais un nom. Non. Oui. Oui, absolument. Tout de suite, t'achètes de voiture, tout. En fait, il n'y a rien de mieux que être toi-même patron. Mais avant d'être patron, il faut savoir souffrir et savoir accepter d'apprendre. Même si tu travailles pour quelqu'un, accepte d'apprendre. Accepte que on te prenne même pour un papier, mais ton but principal, c'est d'apprendre pour que demain, toi aussi, tu deviennes patron. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup appris dans ce monde-là. Et j'encourage vraiment les gens à ne pas se décourager surtout. Ben, ça tombe bien que tu donnes ce que je pourrais appeler un conseil, parce que nous nous acheminons tout doucement vers la fin de ce bel entretien. C'est passionnant, il y a tellement de questions que je voudrais encore te poser. C'est un monde passionnant, celui que tu nous présentes, ton univers. Et je voudrais justement te demander de partager quelques conseils. Mais avant ça, avant de parler de conseils,
L'hôtellerie pour toi, l'hôtellerie, le tourisme, qu'est-ce que ça représente en termes d'opportunités pour la jeunesse? On est dans un contexte particulier où au Togo et ailleurs en Afrique, les jeunes se plaignent beaucoup. Et ça peut se comprendre, le chômage flambe. D'accord? On a dans le même temps un tsunami démographique. Hein, on est de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins d'opportunités. Et en même temps, comme tu viens de le souligner, il y a beaucoup de paresse. C'est pas forcément toujours de la paresse, mais on néglige les voies qui sont un peu besogneuses. On veut aller vers ce qui semble facile. Est-ce que tu penses que l'hôtellerie et le tourisme représentent une opportunité pour la jeunesse? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait développer ces secteurs-là pour qu'ils soient plus attractifs pour créer de l'emploi et également solutionner en partie le chômage? L'hôtellerie, déjà, c'est un domaine qui nécessite du moyen. On ne va pas se mentir, construire un hôtel, acheter le terrain, Ouais. équiper, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais. Et il faut commencer. Certains, comme mon père, qui ont décidé de commencer quelque chose. Mon père dit toujours, même si c'est 3 chambres ou 2 chambres que tu vas installer, commencer avec, il faut. Parce que les 2 chambres vont te permettre d'avoir 3, 4 et 5 chambres après. Après, il a commencé avec 12, il a un 65 maintenant. C'est un vrai businessman. Et le tourisme, je reviens d'un voyage à Dubaï. OK. Avec mon père, où on est parti voir un peu. Ce que j'ai appris, c'est que le tourisme est un truc de vraiment malade quand on met l'esprit qu'il faut. Ça génère du cash. C'est du cash. Et le tourisme dans la zone de Palimé est encore à l'état embryonnaire. OK. Alors que c'est une zone fortement touristique, non? Effectivement. Un gros potentiel. Vous savez, la zone de Palimé, rien qu'avec les cascades, il y a beaucoup de choses à faire. OK. Ce que moi j'ai vu à Dubaï, ils ont sorti des choses de nulle part. Du désert. Du désert. À Palimé, même cette simple nature, nous pouvons construire des chambres d'au-dessus des montagnes. Prendre les arbres pour faire de la tyrolienne, installer des corps dessus, faire des restaurants dans le lit des cascades. On a commencé à faire les plans déjà. Il y a tellement La de relève choses. de papa assuré. Il y a tellement de choses. Même moi, je voyais une montagne, même la dernière fois, je dis, mais on peut même écrire Palimé sur la montagne, comment les gens font à Hollywood. Bien sûr. Et créer une zone. En fait, il faut créer le mythe. Il faut créer le tourisme à l'état pur dans Palimé. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il faut juste. Vous savez, moi, je dis toujours aux gens, c'est que on n'a rien à créer, tout est déjà créé. Il suffit juste de voir ce qu'il y a fait ailleurs, on installe. Et de l'améliorer, de l'adapter à son contexte. En fait, le monde est tellement vaste que ce qu'on a, il y a tellement de choses qu'on voit, les Bali, en Indonésie ou en Thaïlande, c'est des zones vertes avec plein de verdure. Et c'est à peu près la même chose à Palimé. Il y a du potentiel dans le tourisme. Il faut juste avoir de la volonté. Et moi, je dis toujours, il faut toujours avoir de la volonté politique. Parce que tout ceci ne peut pas être fait sans de la volonté politique. Pour accompagner. Pour tracer la voie et puis qu'il y ait un cadre, évidemment, législatif favorable à ces investissements-là. Et même pour avoir accès à certaines zones, il faut de l'autorisation. Donc moi, franchement, je dirais que le tourisme n'est pas un domaine à négliger. C'est un domaine à agrandir et qui a de forts potentiels du côté de l'emploi. Les jeunes dans cette zone doivent chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a ailleurs et qu'il n'y a pas là-bas. Bien sûr. Il y a encore, nous, on évolue dans le domaine professionnel. Bien sûr. Donc, forcément, le tourisme, on ne le voit pas. Oui, vous êtes beaucoup plus B2B, hein, B2B, au niveau de votre hôtel. Mais c'est en ayant des gens qui viennent aussi venir faire du tourisme chez nous, venir faire le tourisme chez nous et dormir chez nous, qui se rendent compte qu'on a des salles de réunion. Bien sûr. Et qui en parlent après au bureau lorsqu'il y a... et qui ramènent des gens chez nous encore pour les ateliers de formation. Donc, aucun domaine n'est à négliger, que ce soit du côté du tourisme, et ceux qui viennent faire du tourisme, que ce soit ceux qui viennent faire des ateliers de formation, tous les domaines
doivent être explorées par nous. Et moi, je dis toujours, tout est à faire à Palimé. Que ça soit restauration, que ça soit créer des activités, des entreprises, tout est à faire à Palimé. Je motive tout un chacun à venir à ce Palimé et à explorer le Tu es secteur. devenu un ambassadeur de Palimé. Même moi, tu me donnes envie d'aller découvrir Palimé. Hein? Au ménage de cette façon que j'ai mon point de chute, si j'arrive à Palimé. Il y a le Télévance Plaza qui vous accueillera la meilleure des manières. Ah, ben je viendrai avec plaisir parce que tu le vends bien, ton hôtel. Tu le vends bien et c'est agréable de voir que tu te plais dans cette activité, dans tes fonctions aujourd'hui. On ne peut que te souhaiter un chemin aussi brillant que celui de ton père et davantage parce que les enfants, nous sommes appelés à faire mieux que nos parents. C'est ce que eux-mêmes souhaitent. Ah, c'est vrai, c'est une de mes plus grandes craintes, hein. Chaque jour, quand on vient féliciter mon père, je me dis waouh. Parce que tout le monde me le dit, ton père a fait, il faudra faire plus que lui. Ouais. Ton frère a fait, il faudra faire plus que lui. C'est un gros challenge. Je crois qu'il faut considérer ça comme une pression positive. Effectivement. Et se dire, c'est un carburant. C'est un carburant qui, je crois, va t'aider à te dépasser et à faire des choses qui le rendront encore plus fier, hein, parce qu'il doit déjà l'être, hein, de te voir à ses côtés en train de faire prospérer le business familial. Ça doit forcément le satisfaire parce qu'il a dû passer des nuits très courtes à un moment où tu refusais de rejoindre l'aventure. C'est vrai. C'est vrai. Il a dû appeler des oncles, mais ils m'ont appelé pour rentrer. Mais je disais non, il fallait que... Il y a beaucoup de gens, hein, qui m'ont motivé, qui m'ont dit non, viens. En même temps, d'autres disaient continue ta route, chacun trace son chemin. Oui, les avis étaient partagés, c'est normal. Et merci à toi d'avoir partagé tout ceci avec nous. Pour finir, pour finir, je vais te demander de partager 3 conseils. 3 conseils pour les personnes qui veulent entreprendre. Je ne veux pas spécifier le secteur, je ne veux pas spécifier le contexte parce que chacun a une situation différente. Mais aujourd'hui, je crois que tu as vu beaucoup de choses. Tu gères des hommes, grand H, au quotidien. Et il n'y a rien de plus difficile que ça. Tu es au contact des clients. Ça aussi, c'est assez complexe. Donc, tu connais aussi la nature humaine un peu mieux qu'il y a 7 ans, 8 ans. Oui. Donc, au vu de tout ça, de ce que tu as pu emmagasiner comme expérience sur le plan personnel et professionnel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le business? Être prêt à recevoir des coups. Déjà. Ne pas commencer à... Les larmes, c'est normal. Mais être déjà prêt à recevoir des coups. De ceux-là même que tu pourras appeler des frères. S'il te plaît, il faut répéter ça, c'est tellement important. On va augmenter le volume là au moment du montage. Il faut accepter recevoir des coups. Il faut accepter que quand tu commences le business, tu peux même te faire boycotter. Tu peux même avoir de la mauvaise pub des gens que tu appelles des frères. Ça, c'est le plus important. C'est profond. Profond. Et secondo, comme mon père, si tu as une vision, ne la lâche pas. Même si demain, tu tombes, ne la lâche pas. Parce que les hommes se construisent à travers des visions, à travers un idéal. Même si le domaine que tu vois tu ne l'as pas appris, lance-toi dedans. Tu l'apprendras sur le tas. Moi, j'ai appris l'hôtellerie sur le tas et aujourd'hui, je suis même prêt encore à en apprendre encore dedans. Et c'est ce que je dirais à tout entrepreneur. Dès que tu as une idée, accroche-toi à cette idée. Le bon Dieu qui est tout haut te mettra les gens qu'il faut devant toi pour pouvoir atteindre cet objectif. Et pour aussi terminer, l'entrepreneuriat, c'est aussi conjugué avec des hommes et des femmes de tout horizon. Tu devras travailler avec des personnes plus âgées que toi. Tu devras travailler avec des personnes plus petites que toi. Mais retiens toujours que on est tous des hommes avec nos bons et nos mauvais côtés. Et pour être un bon patron, c'est surtout que c'est peut-être tu as ta vision, tu as toi ce que tu veux créer. Mais même
l'agent de sécurité que tu vas embaucher va te donner un conseil qui te permettra de pouvoir avancer dans ton business. L'humilité. Ça, c'est très important. Même l'agent de sécurité que tu vas embaucher pour suivre ton business avec toi va peut-être te donner un conseil que tu vas prendre pour acquis et que demain, tu pourras évoluer avec. Qui te pourront éviter que tu tombes dans certains trous. Et moi, je l'ai eu, ces conseils. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'éviter certaines choses. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. C'est des conseils qui sont à la fois pertinents et très touchants. Le premier, moi, m'a particulièrement parlé parce que je pense que tous les entrepreneurs comprennent bien ce que tu voulais dire en parlant des coups qui viennent de personnes qui sont censées constituer ton armure et qui deviennent en fait les lances. Effectivement. Hein? Et tout ça, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une école à part, mais comme on est dans la vie, c'est une école qui s'entremêle avec l'école de la vie, n'est-ce pas? Effectivement. Et merci à toi d'avoir parlé de ton histoire à cœur ouvert, merci avec autant de transparence, avec autant de passion aussi, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, tu aimes ce que tu fais, que tu es passionné et que tu es décidé à poursuivre l'œuvre familiale, l'œuvre paternelle surtout, et qui est devenue familiale puisque c'est maintenant une entreprise familiale, n'est-ce pas? Et je suis très heureux qu'on ait pu aborder dans cet épisode la question de la transmission. C'est une question dont on parle très peu et il y a beaucoup d'entreprises prospères qui s'éteignent dans nos contrées, alors que dans les pays occidentaux, assez souvent, bien sûr, il y a des exceptions partout, mais assez souvent, les choses se préparent un peu plus tôt. Et il y a cette vision que ton père a eue, qu'on retrouve beaucoup chez les Occidentaux, qu'on ne retrouve pas encore assez ici, je trouve. C'est celle de préparer les enfants à reprendre le flambeau, à pouvoir poursuivre l'œuvre, en leur disant assez tôt, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Bien sûr, on doit trouver l'équilibre pour ne pas non plus dévier un enfant de sa trajectoire, parce que chacun a sa mission. Certains sont appelés à reprendre le flambeau pour faire aussi bien que toi et mieux que leurs parents, et d'autres sont appelés à construire leur propre voie. Ton grand-père, lui, il a commencé. Avant lui, son père n'était pas dans le domaine, donc c'est lui qui a marqué le début. C'est ça. Donc, il y a comme ça des pionniers dans les générations, ça arrive dans toutes les familles, hein. Il y a quelqu'un à un moment donné qui vient, qui trace un sillon. Et je crois que nous devons avoir aussi, tout en étant ouvert, parce que je suis un grand défenseur, moi, de la liberté qu'il faut laisser aux enfants pour choisir leur voie. Mais dans le même temps, j'estime que lorsqu'on bâtit un empire, il faut savoir intéresser ses enfants assez tôt à la chose. Et j'espère que vous le faites. Si vous êtes entrepreneur, faites en sorte que vos enfants sachent ce que vous faites quand ils sont petits. Effectivement. Qu'est-ce que papa fait? Qu'est-ce que maman fait? Amenez-les même à Amenez-les au bout. Parlez de votre travail à la maison. Vous verrez que spontanément, parfois, c'est eux-mêmes qui commencent à dire « je veux faire comme ». Peut-être qu'ils feront autre chose, mais au moins si demain il doit y avoir une transition, elle sera moins brutale. Parce qu'ils auront pris un peu le pli, ils auront appris à aimer, ils auront appris à connaître. Bon, moi, j'amène mes enfants au bureau et dans mes activités tout le temps. Bon, c'est pas pour les influencer, hein. Et c'est très important. C'est important. C'est important. Ça permet à l'enfant de prendre goût, de savoir déjà ce que son père fait. Exactement. Et surtout, son père ou sa mère, oui, bien sûr. Tu vois encore un peu plus que ton père, il est engagé dans quelque chose. C'est ça. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un engagé. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour ce qu'il fait. C'est ça. Et inconsciemment, ce que tu fais, ton enfant te voit le faire. Bien sûr. Et il sait que son père, il prend de l'amour. Il y a une quête de sens. Il sait que c'est pas uniquement l'argent. Effectivement. Il comprend qu'il y a quelque chose d'autre. Il comprend qu'il y a quelque chose de derrière. Bien sûr. Et sans même que tu n'aies à parler, tu le verras et diras que papa, je veux faire comme toi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Parce qu'il voit, il sait et il comprend directement que ce que mon père fait, ce n'est pas... Et il se dit non, mon père ne peut pas se sacrifier autant et que tout ça va partir à l'eau après demain. Absolument. Il faut que quand il grandira et quand il sera vieux, il sera que il y a quelqu'un qui a repris ce qu'il a fait. C'est vraiment très important. Maintenant que Hugues a tout à la 4e génération, le flambeau va passer tout facilement. C'est clair. Merci encore une fois. Merci.
Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit like. Ça nous encourage à continuer à vous proposer du contenu propulsif. Partagez cet épisode. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Parce qu'il y a des gens autour qui ont probablement besoin d'entendre ce genre de message. Ça peut aider des échanges entre père et fils, entre mère et fille. Ça peut aider des familles à pouvoir apaiser des tensions et avancer dans des discussions. Ça peut donner des idées à d'autres personnes. En tout cas, ce sera toujours utile dans une oreille ou dans une autre. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.